La maison sentait la sauge et la dinde rôtie, une chaleur qui aurait dû promettre le confort. Je descendais le couloir vers la chambre d'amis quand j'ai remarqué que la porte du bureau était entr'ouverte. La voix de mon père passait à travers la fente, basse mais ferme. « Ta sœur, elle ne vaut pas un sou pour ce qu'elle a fait. » Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Puis la réponse douce de Nathan a suivi, incertaine, presque apologétique. Je suis resté figé, mon pouls tambourinant dans mes oreilles. De mon angle, je pouvais juste apercevoir la courbe de l'épaule de ma mère alors qu'elle planait près de la fenêtre. Richard mélangeait des papiers à son bureau. Nathan était affalé sur le canapé, mais c'est Sylvia qui a tourné la tête la première. Ses yeux ont croisé les miens à travers l'étroite ouverture. Au lieu de choc ou de honte, elle m'a offert le plus petit des sourires, comme si elle attendait que j'entende. Ce sourire m'a plus vidé que les mots eux-mêmes. Il m'a dit tout ce que je craignais, mais que je n'avais jamais voulu croire, que ma place dans cette famille avait été discrètement révisée, ma valeur évaluée et rejetée, le tout sans que j'aie mon mot à dire. Je suis retourné dans l'ombre, chaque souvenir de trophées négligés et de compliments différés se heurtant à une vérité cinglante. La maison me semblait plus froide malgré le feu qui brûlait dans l'âtre, chaque portrait sur le mur me rappelant le visage de celui qui avait toujours compté le plus. Quand j'ai atteint la chambre d'amis, mes mains tremblaient si violemment que j'ai eu du mal à fermer la porte. Je me suis assise sur le bord du lit, fixant la couverture à motifs floraux fades, les rires d'en bas montant comme si rien ne s'était brisé. Mais quelque chose s'était brisé, et je savais que je ne dormirais pas cette nuit-là. Le sommeil me refusait, et au lieu de cela, mon esprit errait à travers les années, comptabilisant un registre de moments d'enfance qui prenait maintenant un sens terrible. Nathan était toujours sous les projecteurs quand il a atteint la finale du concours d'éloquence en 3e année. Mes parents ont traversé le pays sans hésitation. La même semaine, je m'étais qualifié pour le championnat d'État de mathématiques. J'y suis allé seul avec mon professeur, mes parents me renvoyant avec un sourire poli et un rappel que Nathan avait plus besoin de leur soutien. « Tu vas bien t'en sortir », disait toujours ma mère, son ton doux mais dédaigneux, comme si l'indépendance avait été mon état naturel plutôt qu'une condition imposée par la négligence. J'ai appris très tôt que la reconnaissance était une ressource allouée avec parcimonie et rarement pour moi. Il y avait une exception, ma grand-mère, Hélène. Elle vivait dans un petit bungalow d'artisan de l'autre côté de la ville, une maison qui sentait la lavande et les vieux livres. Les week-ends, elle étalait des relevés bancaires sur sa table de cuisine et me faisait découvrir les mystères des intérêts composés et des obligations d'épargne. L'indépendance financière, c'est la liberté, disait-elle plus d'une fois, sa voix ferme, ses yeux plus perçants que quiconque ne lui en donnait le crédit. Alors que Nathan se plaignait que ses visites étaient ennuyeuses et restait souvent à la maison, j'absorbais chaque mot. Quand elle est décédée pendant ma dernière année de lycée, elle m'a laissé 15 000 $, spécifiquement affectés à l'éducation lors de la lecture du testament. J'ai surpris le rapide regard que mes parents ont échangé, quelque chose de cassant dans leurs expressions. Plus tard, ma mère a fait remarquer, presque avec désinvolture, « Ta grand-mère t'a toujours favorisé », transformant ce qui avait été un cadeau en un obstacle. Cet héritage est devenu mon billet de sortie, même si, même alors, il a été reformulé comme un déséquilibre. Nathan a reçu des frais de scolarité, un logement et des allocations illimitées. J'ai étiré le cadeau d'Hélène à travers des bourses et des emplois à temps partiel, apprenant à vivre avec des marges si étroites qu'elle coupait. Allongé et veillé dans la chambre d'amis maintenant, j'ai réalisé qu'Hélène m'avait donné plus que de l'argent. Elle m'avait remis des outils que mes parents n'avaient jamais eu l'intention que j'aie, la connaissance pour me tenir debout seul. Alors que je pressais mes paumes contre la courte pointe, je savais que ces leçons allaient devenir ma seule défense, car le compte que j'avais autrefois appelé famille venait de me déclarer insolvable. Northwestern a été le premier endroit où je me suis senti à la fois invisible et libre en même temps. Invisible parce que personne là-bas ne se souciait du nom de famille Albright. Libre parce que pour une fois, je pouvais me définir par des chiffres sur un registre plutôt que par un rôle attribué à table. L'héritage d'Hélène a couvert mes frais de scolarité et mes livres de première année. Après cela, j'ai reconstitué le tout, des bourses, un travail étudiant à la bibliothèque, des cours particuliers de calcul les week-ends. Je me suis habitué à compter chaque dollar 2 fois, non pas par peur, mais par fierté. De retour à la maison, Nathan avait choisi USC. Mes parents ont payé la facture en entier, justifiant la dépense avec des mots que je pouvais encore entendre. Il a besoin du bon environnement pour réussir. Son bon environnement était un appartement près de la plage et une nouvelle voiture dans l'allée. Le mien était un dortoir avec de la peinture écaillée,
des quarts de travail à la cantine et des manuels scolaires achetés d'occasion et revendus contre de l'argent. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai déménagé à l'Est à Chicago, prenant un poste dans un cabinet de conseil financier. Mon appartement à Lincoln Park faisait à peine 700 pieds carrés, mais il était à moi. Chaque meuble que j'achetais d'occasion et que je remettais à neuf me semblait être une déclaration. J'ai construit ma vie brique par brique. Mon fonds d'urgence a augmenté lentement, puis régulièrement. Les cotisations de retraite ont suivi et finalement un portefeuille qui a même dépassé certains de mes collègues plus âgés. Mais la discipline n'a pas effacé l'obligation. Chaque mois, sans faute, je virais 5 cents à Portland. Cela avait commencé des années plus tôt pendant ce que mon père appelait un ralentissement temporaire dans le secteur de la construction. Je me disais que c'était ma contribution, la preuve que j'appartenais encore à l'unité familiale. Malgré la distance, même après que l'entreprise se soit rétablie, les transferts ont continué sans être remis en question. Je considérais cela comme un devoir alors, comme si mon indépendance devait être subventionnée par un lien. Ce soir, assise dans la chambre d'amis avec les voix de mes parents qui résonnaient encore en moi, je le voyais différemment. L'argent que j'avais envoyé toutes ces années était plus qu'une obligation. C'était du carburant pour une machine qui prétendait maintenant que je ne valais rien du tout. Le dîner de Thanksgiving était censé être une célébration, mais dans ma famille, il ressemblait toujours davantage à une scène. La table brillait de verre en cristal et d'argent poli à la perfection, chaque détail étant organisé par ma mère. J'avais répété comment je leur dirais que Michael m'avait demandé en mariage, que la bague était exactement ce que je voulais, simple et choisie avec soin. J'ai attendu le bon moment, mais avant que je puisse terminer la phrase, Nathan s'est éclairci la gorge et s'est lancé dans une description de sa dernière idée de start-up. Mon père s'est immédiatement penché en avant, les yeux brillants, le criblant de questions sur la croissance du marché et le capital risque. Ma mère a posé sa main sur celle de Nathan et a souri fièrement, comme si le repas lui-même avait été préparé en l'honneur de sa vision. Quand j'ai essayé à nouveau, mentionnant doucement mes fiançailles, les mots sont tombés à plat. Sylvia m'a jeté un bref coup d'œil, ses lèvres se courbant en ce léger sourire que j'avais appris à trop bien connaître. C'était le sourire qui me disait qu'elle m'entendait, et aussi qu'elle avait déjà décidé que le sujet ne méritait pas d'attention. La conversation est revenue à Nathan, et mes nouvelles ont disparu comme une fourchette tombée sous la table. Quelques heures plus tard, alors que la maison s'installait dans son calme de fin de soirée, je suis passé devant le bureau. La porte était de nouveau entr'ouverte. La voix de Richard était ferme, certaine. L'entreprise, la maison, la fiducie, tout ira à Nathan. C'est déjà structuré. Elle n'a besoin de rien de tout cela. J'ai retenu mon souffle, mon cœur battant contre la paroi de ma poitrine. À travers l'étroite ouverture, j'ai vu Nathan hocher la tête, mal à l'aise mais silencieux. Ma mère se tenait à la fenêtre, son reflet capté dans le verre. Elle s'est retournée, m'a vu là, et a croisé mon regard sans surprise, puis a souri du même sourire entendu qui m'avait réduite au silence au dîner avant de se retourner comme si mon exclusion avait toujours fait partie du plan. Je suis retourné dans le couloir, l'écho de son sourire brûlant plus fort que les mots de mon père, sachant déjà que je ne pouvais pas laisser la nuit se terminer sans ouvrir tous les registres qu'ils avaient essayé de garder cachés. La maison était sombre, à l'exception de la faible lumière dans la chambre d'amis où j'étais assise avec mon ordinateur portable posé sur mes genoux. J'aurais dû dormir, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le sourire de ma mère, cette confirmation silencieuse de mon effacement. Au lieu de me reposer, j'ai ouvert les dossiers que j'avais transportés à travers le pays, des relevés méticuleux que j'avais toujours conservés, des virements bancaires, des récapitulatifs de comptes, des reçus numérisés. Au début, je me suis dit que je ne faisais que les examiner pour distraire mon esprit. Mais au fil des heures, l'histoire de ma vie a commencé à se dérouler en chiffres qui parlaient plus fort que n'importe quel toast de fête. Ligne après ligne, on voyait les virements mensuels de 5 cents, sans faute, remontant à près de 7 ans, 42 000 virés fidèlement sur un compte familial dont je savais maintenant qu'il n'avait rien à voir avec des ralentissements temporaires. J'ai fait défiler la page et me suis figé quand j'ai vu une autre entrée, 8 000 prélevés directement sur l'héritage qu'Hélène m'avait laissé. Le compte avait été vidé 3 ans plus tôt, déguisé en investissement familial. Je l'ai retracé jusqu'au lancement de l'application de Nathan, celle qui a échoué avant même que l'encre ne soit sèche sur ses cartes de visite brillantes. Personne ne m'avait rien demandé. Personne ne m'avait remboursé. Puis vint la plus grande violation. J'ai trouvé des documents de prêt liés à l'entreprise de construction de mon père, la section du garant portant mon nom, mes antécédents de crédit,
ma stabilité mise à profit à mon insu. Je me suis souvenu avoir signé une pile de formulaires d'assurance lors d'une visite de Noël, sans me rendre compte de ce qui avait été glissé à l'intérieur. La prise de conscience m'a plus glacé que l'air de novembre qui s'infiltrait à travers la fenêtre. J'ai commencé à taper, page après page. J'ai catalogué non seulement l'argent, mais aussi les moments, le championnat auquel j'ai assisté seul, les bourses pour lesquelles je me suis battu, les dîners où les croquis ou les idées de Nathan éclipsaient chacune de mes réalisations. Cette page au total, un compte rendu du déséquilibre d'une vie. Ce n'était pas pour eux. C'était pour moi, la preuve que je n'avais pas imaginé cela, la preuve qui pouvait résister aux démentis que je savais à venir. Au moment où la première lumière s'est pressée contre les stores, mes mains me faisaient mal à force de taper, mais mon esprit était clair. J'avais comptabilisé le registre, et le solde était final. La seule tâche restante était de le placer devant eux. Au moment où l'aube s'est levée sur les collines, j'avais déjà préparé une pleine cafetière, le rituel étudié les cuillères mesurées, le bourdonnement de la machine, l'odeur piquante remplissant la cuisine silencieuse. J'ai posé 4 tasses sur la table à manger, une pour chacun d'entre nous, et j'ai posé les dossiers à côté comme des marque-places à un banquet que personne n'avait voulu. Richard a été le premier à apparaître, attiré par l'odeur, ses yeux passant des tasses à mon visage, puis à la pile de papier bien rangée. Il savait que ce n'était pas un petit déjeuner ordinaire. Sans attendre qu'il parle, j'ai fait un geste vers sa place. Asseyez-vous. Il y a des choses dont nous devons discuter. Sylvia est entrée quelques instants plus tard, toujours impeccable dans ses vêtements du matin, une légère trace de parfum la suivant. Nathan est arrivé en dernier, les cheveux en bataille, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. Ils ont pris leur place, perplexes, mais méfiants. J'ai fait glisser un dossier vers chacun d'eux. À l'intérieur se trouve un relevé complet de chaque dollar que j'ai contribué à cette famille depuis que j'ai quitté Chicago, 42 000 $ en virement, 8 000 $ volés à l'héritage que grand-maman Hélène m'a laissé, et des documents de prêt frauduleux signés à mon nom. Lisez-les. Richard a feuilleté une page, sa mâchoire se serrant. C'est inutile, a-t-il dit. Les affaires sont compliquées. Les familles s'entraident. L'aide n'implique pas la contrefaçon, ai-je répondu, ma voix ferme et calme, le ton que j'utilisais dans les salles de conférence. Sylvia a pris sa tasse, les doigts tremblant légèrement. Karen, ma chérie, tu exagères. Nous t'avons toujours soutenu à notre façon. Pense à tout ce que nous avons fait, ton éducation, tes opportunités. Mon éducation a été payée avec des bourses et des emplois. Mes opportunités, je les ai sculptées moi-même. Ce que vous avez fait, c'est siphonner mes ressources tout en me disant que je ne comptais pas. Nathan est resté silencieux, fixant les papiers, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortant. J'ai laissé le poids de la preuve peser sur le silence. Finalement, j'ai repoussé ma chaise et me suis levé. J'en ai assez. Plus de transferts. Plus de garanties. Je ne financerai pas cette famille tout en étant effacé de celle-ci. La pièce a semblé se contracter. La table polie soudain trop petite pour nous contenir. Les yeux de Richard se sont rétrécis. Le visage de Sylvia a pâli. Les doigts de Nathan se sont serrés autour du dossier. J'ai laissé les mots là, définitifs, me préparant déjà à ce qui allait suivre. Nathan a été le premier à rompre le silence, sa voix rauque de surprise. Karen, tu as mal compris. Papa n'a jamais voulu dire que tu n'étais pas incluse. Ces choses sont compliquées. Tu fais en sorte que ça paraisse pire que ce que c'est. J'ai croisé son regard à travers la table. Ai-je mal compris le fait de travailler les soirs à la bibliothèque alors qu'on t'a donné une voiture à 16 ans? Ai-je mal compris le fait de payer moi-même mes études à Northwestern alors que maman et papa couvraient chaque dollar de tes frais de scolarité à USC? Ai-je mal compris le fait d'envoyer 500 $ par mois de mon salaire alors que tu vivais sans loyer dans un appartement qu'ils ont meublé pour toi? La couleur a disparu de son visage. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, aucun mot n'arrivant assez vite pour atténuer la vérité. Je me suis penché en avant. Le lancement de l'application dont tu te vantais, celui qui a échoué en quelques mois, sais-tu d'où provenait une partie du financement? Ses sourcils se sont froncés, l'incertitude vacillant. Papa a dit 8 000 $, ai-je coupé court, de l'héritage de grand-maman Hélène, de l'argent laissé pour mon éducation. Il est allé dans ton projet à mon insu et sans un seul mot de remboursement. Le papier dans ses mains tremblait alors qu'il examinait les lignes de ma documentation. Pour la première fois,
il ressemblait moins au fils préféré et plus à quelqu'un qui avait été maintenu dans une illusion soigneusement organisée. Il s'est tourné vers nos parents, sa voix s'élevant. « Est-ce vrai? Vous avez pris son argent pour couvrir mon entreprise. Vous avez utilisé ces virements toutes ces années ?» Sylvia a commencé à répondre, adoucissant son ton pour la raison, mais le regard acéré de Richard l'a réduite au silence. Ce regard n'a fait que confirmer ce que Nathan soupçonnait déjà. Ses épaules se sont affaissées, la confusion cédant la place à quelque chose de plus proche de la honte. Pour la première fois, j'ai vu les cordes qu'il avait maintenues élevées, et je l'ai vu réaliser qu'elles avaient été tirées par les mêmes mains qui m'avaient ligoté. La pièce a eu une sensation différente alors, comme si le scénario avait échappé à leur contrôle, et Nathan s'est retrouvé à fixer les pages, incertain s'il devait continuer à lire ou s'il devait finalement les mettre de côté. Après la confrontation, la maison a semblé se refermer sur moi. Chaque surface polie reflétait une version de moi-même que je ne reconnaissais plus. Je suis retourné dans la chambre d'amis et j'ai commencé à faire mes valises. Les mouvements étaient efficaces, pratiqués comme la préparation d'un voyage d'affaires, bien que cette fois je savais que je ne reviendrais pas. Sur mon ordinateur portable, j'ai annulé chaque autorisation liée aux comptes familiaux. Les virements automatiques se sont arrêtés en quelques clics, et j'ai envoyé des avis à ma banque indiquant qu'aucun paiement futur ne devait être traité. Ensuite, il y a eu le travail plus difficile, le gel de mes rapports de crédit, le verrouillage de l'identité que mon père avait utilisé si librement. Le service juridique de mon cabinet a répondu dans l'heure à mon message crypté, confirmant qu'il poursuivrait les garanties frauduleuses liées à mon nom. À chaque étape, les liens se sont relâchés jusqu'à ce qu'il ne reste que les ombres de ceux-ci. Ma valise était prête près de la porte avant l'aube. J'avais déjà changé mon vol pour Boston, où un nouveau poste de direction m'attendait. C'était plus qu'une promotion. C'était une chance de recommencer dans une ville où personne ne me connaissait comme la fille de Richard et Sylvia, où mon travail serait indépendant de toute comparaison. Avant de partir, j'ai fouillé dans mon sac pour y trouver le seul objet que j'avais transporté tranquillement toutes ces années, la clé en laiton de la maison d'artisan d'Hélène. Elle n'ouvrait plus aucune serrure, mais elle m'avait toujours rappelé la sécurité. Je me suis arrêté dans un petit magasin près de l'aéroport et leur ai demandé de graver un seul mot sur sa surface usée, limite. Quand je suis monté à bord de l'avion, la clé reposait dans ma paume, chaude de ma prise, un dernier héritage non pas d'argent, mais de sens. Alors que les roues se soulevaient de la piste de Portland, j'ai compris que ma vie n'était plus une garantie pour les dettes de qui que ce soit. Des mois se sont écoulés avant que le premier message n'arrive. Le courriel de Sylvia dégoulinait de sentiments, tissant des souvenirs d'enfance dans des plaidoyers pour la compréhension. Elle m'a rappelé les fêtes passées, les repas préparés et les sacrifices prétendument consentis, bien que chaque ligne portait le poids indéniable de la culpabilité. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu par 3 phrases, accusé de réception, clarification que j'allais bien, et un rappel que la correspondance future devrait être limitée aux questions nécessitant une documentation. Richard a pris contact peu de temps après, bien que son ton était strictement professionnel. Il m'a présenté comme une consultante de confiance dans des lettres à ses partenaires commerciaux, comme si le fait d'attacher mon nom pourrait sauver la crédibilité qu'il avait perdue. J'ai redirigé chaque demande vers la ligne générale de mon cabinet, m'assurant qu'il ne recevrait rien de plus que la même courtoisie automatisée accordée à tout autre client. La distance était ferme, et je l'ai maintenue. L'appel de Nathan est venu plus tard. Hésitant au début, il n'a pas maquillé ses mots et ses excuses. Au lieu de cela, il a admis ce que j'avais longtemps soupçonné, qu'il s'était appuyé sur leur soutien sans demander d'où il venait, qu'il avait accepté les avantages comme naturels. Je pensais que j'en avais besoin, a-t-il dit doucement, mais je pense que je ne savais tout simplement pas comment me tenir debout sans l'échafaudage. Sa voix ne portait aucune exigence, seulement une reconnaissance. Pour la première fois, j'ai cru qu'il pourrait apprendre à assumer son propre poids. À Boston, j'ai construit quelque chose qu'Hélène aurait reconnu. J'ai créé une bourse en son nom, dédiée à l'enseignement aux jeunes femmes de l'Oregon des leçons mêmes qu'elle exposait autrefois sur sa table de cuisine. Les demandes ont rempli ma boîte de réception, des étudiantes désireuses de comprendre la budgétisation, le crédit, l'indépendance. Chaque histoire m'a rappelé que son héritage n'avait jamais été l'argent, mais la connaissance qu'elle donnait librement. Le passé pesait encore sur moi par moments, mais il ne dictait plus mon bilan. J'investissais dans des avenirs qui voyaient de la valeur là où la mienne avait autrefois été niée, et je me préparais au jour où je pourrais enfin accrocher la clé d'Hélène à mon propre mur. Mon appartement à Boston surplombait la Charles River, l'eau prenant une teinte dorée sous le soleil de fin d'après-midi.
Au mur au-dessus de mon bureau était accroché un simple cadre, et à l'intérieur la clé en laiton qu'Hélène avait autrefois pressée dans ma paume. La gravure brillait faiblement dans la lumière, limite. Elle était devenue plus qu'une relique. C'était une boussole, un rappel que les serrures que je choisissais n'importaient plus que les portes qui m'étaient fermées. Lorsque Michael et moi nous sommes mariés, la cérémonie était petite, tenue dans une salle bordée de fenêtres qui s'ouvraient sur le port. Des amis se tenaient avec nous, des collègues qui me connaissaient non pas comme la fille de quelqu'un, mais comme quelqu'un dont le travail comptait. Nathan est venu seul, son costume mal ajusté, son expression sobre. Il a offert une félicitation silencieuse et aucune défense des personnes qui sont restées à l'écart. Ce silence était sa propre forme de règlement de compte. L'absence de Richard et Sylvia n'a pas vidé la journée. Au lieu de cela, elle a confirmé ce que j'étais venu à comprendre, la famille n'est pas définie par les lignées ou les tables partagées, mais par ceux qui investissent dans votre valeur sans exiger de remboursement. Ma grand-mère connaissait cette vérité bien avant moi. Elle l'a plantée en moi, et je l'ai portée ici dans cette ville, dans cette vie que j'ai construite sans leur échafaudage. Le soir, je m'assieds parfois sous le cadre et laisse mes yeux se reposer sur la clé. Elle n'ouvre plus la maison d'artisan d'Hélène, mais elle déverrouille quelque chose de bien plus grand. Elle parle de liberté acquise, de dignité reconquise, d'amour choisi plutôt que dû. Et alors que je regarde au-delà de la rivière, je sais que l'avenir qui attend au-delà de ma porte est un avenir que j'ouvrirai selon mes propres conditions.